Jacques Neria, ancien officier des renseignements militaires, bonjour. Merci d'être avec nous. Israël s'excuse auprès des autorités libanaises. C'est un fait inhabituel, grave. Quelles peuvent être les conséquences ? Écoutez, les conséquences ne sont pas énormes. Finalement, il s'agit d'un incident, je dirais, limité dans le temps, mais naturellement, ici, il y a un soldat libanais qui a été tué, d'autres qui ont été blessés, et c'est assez inhabituel de la part d'Israël de s'excuser devant les autorités libanaises. Je ne pense pas qu'il y ait dans cela des implications plus graves. Ce message est tout simplement aussi dirigé vers les États-Unis, qui sont, je dirais, les grands protecteurs du régime libanais, et qui ne veulent pas, je dirais, que ce conflit entre le Hamas et Israël dégénère en un conflit généralisé régional où le Liban Cela souligne d'ailleurs la réticence et d'Israël et du Liban à entrer en conflit. Tout à fait, exactement. On va parler de Gaza à présent. Au nord, deux centres névralgiques du Hamas restent encore à contrôler, Jabalia et Sajaya. Les combats et les conditions sont particulièrement rudes. Tsahal a essuyé de nombreuses pertes. Alors tout à fait, écoutez, les combats là-bas sont face à un ennemi très coriace. Donc il y a de la part je dirais plus ou moins 4 à 10 bataillons du Hamas qui sont encore sur place et qui sont les meilleurs bataillons du Hamas. Ils sont supérieurs à ceux qui sont dans le sud. Et naturellement, comme ils sont acculés au mur, ils n'ont pas d'autre choix, ou bien de se rendre, ce qu'ils ne vont pas faire, ou bien de se battre jusqu'à la mort. Et c'est ce qu'ils font. Donc ils essaient de manipuler toutes les positions possibles, imaginables chez eux. Donc ils sortent des tunnels, ils prennent les troupes israéliennes dans leurs arrières. Et naturellement, c'est un défi très difficile à tenir. Mais je pense, j'ai grande confiance dans l'armée israélienne. On en viendra à bout 24 heures, 48 heures. On va revenir sur la situation des combats à Gaza. Vous restez avec nous. On va tout de suite partir au sud où on retrouve Pierre Clocheneler. Bonjour. Vous êtes à la frontière entre Israël et Gaza. Les combats se poursuivent au nord et se déploient dans le sud de la bande de Gaza. Se déploient et s'approfondissent dans le sud de la bande de Gaza. On apprend juste à l'instant que ces dernières 24 heures, il y a eu 250 frappes aériennes de Tsahal sur des cibles, pour la plupart à Khan Younes et dans l'est de Khan Younes, notamment les communautés de Abassan, Bani Souheila, Al-Karara. Mais les combats se poursuivent aussi dans le secteur nord qui a été envahi depuis le 27 octobre avec des combats très rapprochés dans le camp de réfugiés de Jabalia. Les médias palestiniens affiliés au Hamas parlent il y a quelques instants de dizaines de victimes dans un bombardement dans le camp de réfugiés de Jabalia. Quelque chose qui est difficile à confirmer d'ici, évidemment, dans la banlieue sud-est de la ville de Gaza, à Shejaïa, des combats aussi très intenses et très rapprochés. Comme vous l'a dit Jacques Neria, il y a des bataillons très aguerris du Hamas qui se battent contre les forces de Tsahal. Dans la région de Khan Younes, l'officier en charge du commandement sud de Tsahal, Yaron Finkelstein, dit que les forces terrestres ont pénétré dans le cœur de Khan Younes. Le chef d'état-major, Herzi Halevi, lui parle d'un encerclement de Khan Younes. Donc, un encerclement plus des actions à l'intérieur même de la ville. Cette ville qui est devenue le centre névralgique maintenant du commandement militaire et politique du Hamas, puisque l'on pense que le chef politique du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, et le commandant militaire des brigades Izzadine el-Qassam du Hamas, Mohamed Def, qui sont originaires de la ville de Khan Younes, se sont repliés sur Khan Younes depuis longtemps déjà, parce qu'il s'agit d'une population qui est sans doute la plus loyale à ces deux chefs. Par ailleurs, on parle évidemment de problèmes humanitaires, mais le dilemme humanitaire de l'armée israélienne devient de plus en plus aigu. Tout d'abord parce que les bombardements risquent de toucher les otages israéliens, les 138 otages israéliens. On a entendu parler les otages relâchés qui étaient internés dans des appartements et non dans des tunnels et qui entendaient les bombardements de façon très claire, les pièces tremblaient. Et ce dilemme, évidemment, de ne pas toucher les otages lors des bombardements devient de plus en plus aigu, vu qu'on pense que la plupart des otages sont dans la région de Khan Younes. Et
Le second dilemme, c'est évidemment la présence de la population civile non impliquée palestinienne. On parle maintenant d'environ 2 millions de Palestiniens qui sont dans le sud de la bande de Gaza, sur une population totale de 2,2 millions de Palestiniens, ce qui veut dire que la plupart de la population, au moins 75%, se trouve dans la zone des combats. Merci Pierre Clochenler, en direct à la frontière entre Israël et Gaza. La terre a tremblé à Khan Younes et à Jabalia, a déclaré hier Benjamin Netanyahou face à la presse. Les deux villes, annonce le Premier ministre israélien, sont désormais encerclées. Écoutez. Il n'y a qu'une seule façon de justifier le sacrifice des soldats, la victoire. Et cette victoire doit être décisive, nette, précise et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Dernièrement, on m'a demandé si nous avions la légitimité de continuer la guerre. Je réponds que nous n'avons pas la légitimité pour nous arrêter. Il n'y a qu'une seule chose légitime à faire, vaincre le Hamas, le frapper et l'éliminer. Nous avons donné l'ordre aux forces de défense israéliennes de poursuivre la guerre. Nos soldats étendent les opérations terrestres contre le Hamas partout dans la bande, y compris dans le sud. Gaza doit être démilitarisée, et pour que Gaza soit démilitarisée, il n'y a qu'une force qui puisse l'assurer. Et cette force, ce sont les forces de défense israéliennes. Aucune force internationale ne peut en être responsable. Jacques Neria, Khan Younes est en train d'être évacué de sa population civile et le Hamas appelle les civils à rentrer dans les mosquées pour former des boucliers humains. Tout à fait. On sait très bien que les mosquées ont servi et servent dans leur sous-sol de refuge et d'entrepôts de munitions, d'armes, et sans doute sont reliés par un système de tunnels à la ville qui est la ville souterraine du Hamas. Et donc l'appel du Hamas à la population palestinienne de se rendre dans les mosquées, tout simplement, c'est pour augmenter, je dirais, le bouclier humain face à l'avancée de Tzahal. Donc, mais de toute façon, cela ne servira pas, parce que si jamais les informations que l'armée a, que dans une mosquée spécifique ou dans une autre, il y a des caches d'armes, eh bien, cette mosquée sera tout simplement détruite. Et je dirais, les troupes israéliennes continueront sur leur lancée pour arriver sur ce qu'on appelle l'axe Philadelphie, c'est la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. C'est là où, je dirais, les tunnels ont commencé, et c'est là où le mouvement d'équipements et de marchandises et tout cela est passé dans plus de 100 tunnels qui ont été creusés à partir du Sinaï. Alors cette population civile, on constate en son sein une colère qui grandit vis-à-vis du Hamas, une colère qui ne s'est pas encore traduite en action. Mais est-ce que la population gazaouie pourrait se retourner contre le Hamas ? J'entends beaucoup d'informations concernant l'état d'âme de la population gazaouie, et il faut le croire. Je ne pense pas que 80% de la population gazaouie est en train de soutenir le Hamas, certainement, une fois que de voir devant leurs yeux, leur maison détruite, le labeur de toute leur vie effacé en quelques secondes. Il y a une rancœur, il y a naturellement une gronde qui est en train de s'établir, mais simplement elle n'est pas assez suffisante pour renverser le Hamas. Il y a toujours, je dirais, l'effet de la peur et l'effet de la terreur qui est exercé par le Hamas. Et on a vu déjà comment les terroristes du Hamas tirent sans vergogne sur la foule de Gazaouis quand il s'agit, je dirais, de s'emparer de marchandises ou de denrées qui ont été importées à partir de l'Égypte dans la bande de Gaza par l'UNRWA. Les combats dans le sud de la bande de Gaza s'annoncent particulièrement féroces et acharnés. Est-ce que la prise de contrôle du sud de la bande de Gaza va prendre longtemps ? Écoutez, il ne faut pas exagérer. Ce qui s'est passé dans la bande ce qui s'est passé dans Gaza City ou dans le nord de la bande de Gaza se passera exactement la même chose dans Khan Younes. Et puis, il faut faire attention aux chiffres qu'on est en train de lancer. Il n'y a pas 2 millions de Palestiniens dans la région de Khan Younes. Il n'y en a pas. Selon certains Palestiniens, même le million, soi-disant, qui a évacué le nord de la bande de Gaza vers
travers le Sud, ce n'est pas exactement 1 million. Au grand maximum, les Palestiniens eux-mêmes disent qu'il s'agit de 250 000 personnes et que 850 000 personnes sont restées sur place. Donc, je dirais, le fait d'utiliser les chiffres qui sont avancés par le Hamas ne sert que les intentions du Hamas et tout simplement sont en train de nous balancer, je dirais, des faits à la figure qui ne concordent pas avec la réalité. Alors après cette trêve de plusieurs jours qui a eu lieu pour la libération des otages, il est désormais admis en Israël que le retour des otages sera permis par une forte pression militaire, mais cette stratégie ne fait pas l'unanimité. Tout à fait. Écoutez, je ne voudrais pas être dans les souliers des familles des otages. Certainement, c'est pénible et je dirais c'est une horreur de vivre sans savoir s'ils sont encore vivants, s'ils sont bien traités, s'ils sont nourris, logés, ils sont nourris et je dirais et pris en charge par des médecins. Donc il y a certains ou s'ils sont blessés, s'ils sont pas blessés. Je dirais que tous ces inconnus là, ce sont tout simplement impossibles pour les familles et naturellement ce qu'on entend à partir des familles qui sont revenues et que des bombardements israéliens se font entendre très clairement dans les appartements ou dans les maisons où ils ont été mis en captivité. Tout cela, je dirais, forme, je dirais, un certain spectre sur tout le sujet des otages. Et naturellement, d'un côté, il y a l'intention de continuer la pression militaire pour pouvoir libérer ces otages-là. Merci Jacques Neria.